Un canon si léger que 2 hommes pouvaient le porter à la main. Un autre si colossal qu'il nécessitait une locomotive entière pour être déplacé. Entre ces deux extrêmes se trouve l'histoire complète de la puissance de feu allemande, une évolution qui raconte, arme après arme, la montée et la chute du Troisième Reich. Aujourd'hui, nous classons chaque pièce d'artillerie majeure de l'Allemagne nazie, du calibre le plus modeste jusqu'au plus grand canon jamais fabriqué par des mains humaines. L'artillerie anti-char. La guerre blindée redéfinit les règles du combat dès 1939. L'Allemagne le comprend rapidement, et ses ingénieurs répondent avec une série de canons anti-chars toujours plus puissants, toujours plus redoutables. Canon anti-char 3,7 cm PaK-36. Le PaK-36 est la première ligne de défense anti-char allemande au déclenchement du conflit. Léger, maniable, il peut être repositionné par seulement 2 servants en quelques secondes sur n'importe quel terrain. En 1939, il perfore efficacement les blindages des chars polonais et français. Mais dès 1941, face aux T-34 soviétiques, ces obus ricochent sans causer de dommages. Les servants l'ont rebaptisé avec mépris Ersankloppsjora, le heurtoir de porte de l'armée. Canon anti-char 5 cm PaK-38. Face à l'obsolescence brutale du PaK-36, l'état-major exige un successeur immédiat. Le PaK-38 entre en service comme solution transitoire d'urgence sur le front de l'Est. Il introduit un affût à flèche écartée pour réduire sa silhouette et un double bouclier protégeant l'équipage. Ces obus à noyau de tungstène percent les blindages moyens avec efficacité. Pourtant, face aux chars lourds soviétiques de face, il reste insuffisant, forçant des tirs en flanquement extrêmement périlleux. Canon anti-char 7,5 cm PaK-40. Le PaK-40 devient la colonne vertébrale de la défense anti-char allemande à partir de 1942. Sa vélocité initiale élevée lui permet de détruire un Sherman américain à 1000 mètres avec une précision redoutable. Les Alliés le redoutent sur tous les fronts, Afrique du Nord, Italie, Normandie, front de l'Est. Sa faiblesse majeure est son poids considérable. Sans tracteur pour le déplacer pendant une retraite, les servants devaient souvent le détruire eux-mêmes pour éviter sa capture. Canon anti-char 8,8 cm PaK-43. Le PaK-43 représente l'apogée absolue du développement anti-char allemand. Dérivé du célèbre canon de Flak 88, il est monté sur un affût cruciforme permettant un tir à 360 degrés sans repositionnement. Sa vélocité de bouche terrifiante lui permet de perforer le blindage frontal d'un char Churchill ou d'un IS-2 soviétique à des distances dépassant 2 km. Aucun char allié n'est réellement en sécurité face à lui. Les équipages alliés le considèrent comme leur ennemi le plus mortel. Le soutien du fantassin. Pendant que les chars avancent, l'infanterie doit pouvoir compter sur ses propres canons, des pièces capables de neutraliser les nids de mitrailleuses, les positions fortifiées et les contre-attaques ennemies sans attendre l'artillerie divisionnaire. Canon d'infanterie 7,5 cm, le point IG-18. Le Leichtinfanterie-Schütz 18 est conçu spécifiquement pour accompagner l'infanterie au plus près du combat. Son mécanisme de chargement par culasse basculante, analogue à une carabine géante, le rend exceptionnellement rapide à recharger sous le feu. Suffisamment léger pour être démonté et transporté à dos de mulet en montagne, il sert dans chaque bataillon d'infanterie allemand de la Pologne jusqu'à la capitulation de Berlin, en passant par la Crète et la steppe russe. Obusier de campagne 10,5 cm, le point FH-18. Le Leichtfeldobitz 18 constitue le pilier fondamental de l'artillerie divisionnaire allemande tout au long du conflit. Équivalent direct de l'obusier américain M2A1 de 105 mm, il assure le tir indirect en soutien des unités de première ligne avec une précision remarquable. Robuste et fiable, il souffre néanmoins d'un défaut caractéristique de l'ingénierie allemande. Un poids excessif qui épuise les attelages de chevaux dans la boue profonde du front oriental en hiver.
Canon lourd d'infanterie 15 cm, SIG-33. Le Schwer Infanterie-Schütz 33 représente une solution radicale à un problème simple. Comment donner au commandant d'infanterie une puissance de feu dévastatrice sans dépendre de l'artillerie divisionnaire? Les ingénieurs ont posé un énorme tube de 150 mm sur le plus petit affût possible. Le résultat est brutal, un obus capable de raser une maison entière. Mais le recul violent endommage régulièrement l'affût lui-même, et son poids extrême rend tout repositionnement un véritable cauchemar logistique. La puissance de feu divisionnaire. À une échelle supérieure, l'artillerie de campagne assure la destruction des positions ennemies, la neutralisation des batteries adverses et la préparation des assauts. Ces pièces parlent un autre langage, celui des kilomètres de portée et des tonnes d'acier. Obusier lourd de campagne 15 cm, SFH-18. Le Schwer-Feldobitz 18 est l'obusier lourd standard de l'artillerie de corps allemande, surnommé affectueusement Immergrün, l'Evergreen, par ses servants. Il est l'une des premières pièces d'artillerie au monde à employer des obus à propulsion fusée pour étendre sa portée au-delà des limites balistiques conventionnelles. Sa puissance est incontestable, mais sa masse oblige à séparer le tube de l'affût pour le transport, rallongeant considérablement les temps de mise en batterie. Canon lourd de campagne 10 cm, K18. Le canon 18 de 105 mm est un canon de corps à longue portée conçu pour mener la guerre de contre-batterie, localiser et neutraliser l'artillerie ennemie avant qu'elle ne puisse dicter les termes du combat. Sa trajectoire tendue lui confère une précision supérieure à celle des obusiers pour les tirs directs sur ouvrages fortifiés. Cependant, son rapport poids-performance le rend moins polyvalent que les obusiers, et l'Allemagne ne le produira jamais en quantité suffisante pour satisfaire les besoins du front. Les tueurs du ciel devenus tueurs de chars. Voici la catégorie qui va surprendre tous ceux qui pensent connaître l'artillerie allemande. Les canons de flak conçus pour abattre des avions deviennent au fil de la guerre certaines des armes anti-chars les plus redoutées de tout le conflit. Canon automatique de flak 2 cm, flak 30 et 38. Le flak 38 de 20 mm est la pièce d'artillerie antiaérienne la plus produite de toute la Wehrmacht. Son cadence de tir de 420 coups par minute en fait un instrument de suppression terrifiant contre l'infanterie ennemie et les aéronefs volant bas. Utilisé en quadruple montage sur les Flak-Vierling, il transforme chaque position défensive en une zone de refus aérien absolu. Ses servants découvrent rapidement qu'il est tout aussi efficace contre les soldats que contre les appareils. Canon de flak moyen 3,7 cm flak 18, 36 et 37. Le flak 37 de 37 mm comble l'espace entre les canons légers de 20 mm et le redoutable 88. Ses servants l'appellent l'horloger en raison de la complexité presque mécanique de son mécanisme intérieur. Il dispose d'une puissance suffisante pour arracher l'aile d'un bombardier lourd en une seule salve bien placée, performance impossible pour le 20 mm. Il est particulièrement précieux pour la défense des aérodromes et des points stratégiques contre les raids à moyenne altitude. Le canon légendaire, 8,8 cm flak 18. 36 et 37. Connu dans le monde entier sous le simple surnom de le 88, ce canon anti-aérien à haute vélocité devient l'arme duale la plus redoutée de la guerre. Conçu pour détruire des avions, le général Rommel réalise en Afrique du Nord que sa vélocité initiale exceptionnelle lui permet de percer n'importe quel blindage allié existant. Désormais véritable arme à double vocation, il sème la terreur dans les blindés ennemis. Entendre le claquement sec du 88, c'était déjà savoir qu'on avait survécu car l'obus voyage plus vite que le son. Canon lourd de flak 12,8 cm flak 40. Le grand frère du 88 est une arme d'une toute autre dimension. Le flak 40 de 128 mm est la pièce antiaérienne lourde par excellence, généralement installée en binôme sur les imposantes tours de béton armé qui gardent les cieux de Berlin, Hambourg et Vienne. Guidée par radar,
Il peut propulser un obus à plus de 12 000 mètres d'altitude pour déchirer les formations de bombardiers alliés. Sa puissance de feu par salve dépasse celle de nombreuses pièces d'artillerie terrestre de même calibre. La terreur psychologique sur rail de roquettes. L'Allemagne nazie innove aussi dans le domaine de l'artillerie de saturation. Ces lanceurs de roquettes multiples ne cherchent pas la précision, ils cherchent la terreur absolue et la destruction de zones à une vitesse impossible pour l'artillerie conventionnelle. Lanceur de roquettes 15 cm Nebel Warfare 41. Le Nebel Warfare 41 à 6 tubes est la définition même de l'artillerie de saturation. En 10 secondes, il déverse l'intégralité de ses 6 roquettes de 150 mm sur une zone cible avec un hurlement strident caractéristique qui vaut aux Américains de le surnommer Screaming Mimi. Ce son déchirant produit un effet psychologique dévastateur sur les troupes ennemies. Son défaut majeur est la traînée de fumée visible que chaque salve laisse dans le ciel, révélant immédiatement la position aux contre-batteries ennemies. Lanceur de roquettes 21 cm Nebel Warfare 42. Le Nebel Warfare 42 représente l'évolution logique du concept vers des effets de destruction plus importants. Ces 5 tubes de 210 mm tirent des roquettes aérodynamiquement améliorées, offrant une plus grande portée et une meilleure stabilité en vol par rapport au modèle de 150 mm. Le volume de métal et d'explosifs projeté par une seule salve est suffisant pour neutraliser une position fortifiée de taille significative. Il conserve intégralement la signature sonore terrifiante de son prédécesseur, amplifiant encore davantage son impact psychologique. Les monstres qui brisaient la terre. Et maintenant, les véritables mastodontes. Les armes qui ne sont plus seulement des outils de guerre, mais des symboles de puissance industrielle poussés jusqu'à l'absurde. Des pièces si lourdes qu'elles redessinent le terrain autour d'elles. Canon lourd de corps 17 cm, Canon 18. Le Canon 18 de 170 mm est l'instrument de contre-batterie à longue portée de l'artillerie de corps allemande, capable d'engager des cibles à près de 30 km, dépassant la portée de presque toute l'artillerie alliée équivalente. Sa puissance de feu à cette distance est absolument dévastatrice pour les dépôts de munitions, les carrefours stratégiques et les regroupements ennemis. Son installation exige 10 servants et plusieurs heures de travail intense pour préparer la position, ce qui limite considérablement sa réactivité tactique. Obusier lourd 21 cm, Meursault 18. Le Meursault 18 de 210 mm est une prouesse d'ingénierie balistique doublée d'une solution tactique brillante. Son système de double recul, le tube recule d'abord, puis l'ensemble de la plateforme supérieure recule sur le châssis, absorbe les forces gigantesques générées par chaque tir. Cette double absorption supprime pratiquement tout déplacement de la pièce après le tir, permettant des corrections de tir fines et des salves successives d'une précision remarquable pour une arme de ce calibre exceptionnel. Mortier automoteur de siège 60 cm, Carl Gera. Le Carl Gera est une machine de guerre qui appartient à une autre époque, un mortier autopropulsé de siège de 600 mm dont les 7 exemplaires construits sont nommés individuellement. Il tire un obus de 2 tonnes capable de percer 2,5 mètres de béton armé. Conçu pour réduire les fortifications les plus massives d'Europe, il requiert une grue dédiée pour charger chaque projectile individuellement. Sa vitesse de déplacement ne dépasse pas quelques kilomètres à l'heure sur route. Canon de chemin de fer 80 cm, Schwerer Gustave. Et voici l'apogée, l'arme la plus grande jamais employée dans toute l'histoire de la guerre. Le Gustave de 800 mm pèse 1350 tonnes au total et nécessite 2 voies ferrées parallèles pour se déplacer. Son obus de 7 tonnes, le poids d'un autobus scolaire chargé, est projeté à 47 km. Au siège de Sébastopol, un seul obus perfore 30 mètres de roches et de fond marin pour détruire un dépôt de munitions enfoui sous l'océan. Techniquement sublime. Stratégiquement inutile. Voilà maintenant ma question pour vous, et j'attends vos réponses dans les commentaires. Si vous étiez commandant sur le front de l'Est en 1944, que choisissez-vous?
une batterie complète de Nebelwerfer 42, ou une seule pièce de PaK 43 bien positionnée? Et selon vous, quelle arme de cette liste a eu l'impact réel le plus décisif sur le terrain, tonne pour tonne d'acier? Le Flak 88 ou le PaK 40? Répondez en commentaire, et si cette plongée dans l'acier allemand vous a captivé, abonnez-vous. La prochaine fois, on entre dans les prototypes secrets qui n'ont jamais quitté les planches à dessin.